相手の戦機を読み、歩法と身体角度の変化によって敵の打撃を避け、死角から撃ち込む。時津空手が目指す攻防の理想形とそれを身につけるための稽古。徹底的な研究と検証によって構築された先進の武道理論。第2弾となる本作品では、第1弾で初公開された独自の理論とテクニックを実際の組み手に生かす方法、そして打たせずに打つを実践するための気の読み方など、より実践に即した技術を紹介する。時津健二、高校時代から空手を始め、文武両道の人生を築くことを目標とする。1971年フランス・パリに渡り、1994年パリ大学ソルボンヌ文化人類学研究所研究員となる。1983年自ら少林門空手道を創設。伝統的な空手の稽古体系に疑問を呈し、自ら検証することによって物理的身体生理学的に理にかなった新たな理論を構築してきた。その過程で中国拳法、さらには剣道の利合をも取り入れ、1997年自らなすことによって自らをなすという意味を込めて自聖道と名付ける。現在ヨーロッパを中心に世界各地に多数の弟子を持ち、精力的な指導を行っている。自聖道est un budo pour se former soi-même. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des arts martiaux se sont développés dans une institution. Je voudrais pratiquer un art martial en dehors de institution. Par exemple, à un moment de l'histoire, quand on fixe le kata, alors que au bout de 10 ans, on pratique le même kata, mais durant 10 ans, il y a énormément d'évolution pour chaque personne. Donc, si on doit pratiquer toujours la même chose en se figeant, ça ne m'intéresse pas. Je pense que un art martial, il faut qu'on se transforme avec la pratique sans cesse. Donc, il n'y a pas de sens de pratiquer un art martial figé. Donc, art martial ne doit pas être une institution. Tandis que aujourd'hui, les arts martiaux se pratiquent dans une institution, c'est un problème. Le positionnement, c'est la base, c'est la façon de marcher d'une façon ordinaire. Comme lorsque vous marchez normalement, cet écart est la base de notre position. Et entre les pieds, donc il y a un petit peu d'écart, pas plus grande que celui-ci, comme vous marchez naturellement. Donc ce n'est pas sur une ligne exactement, il y a quelques petits écarts. Et avec cette position, vous pouvez vous déplacer votre centre de gravité devant et derrière. C'est derrière, devant. Mais à ce moment, le genou ne dépasse pas la ligne des orteils. Changement de pied, c'est ça le kayashi. On peut changer sur place ou bien obliquement pour former l'angle particulier, ou bien sur place, ou en avançant, ou en reculant. Tobihashi, c'est le pied sautant, mais on peut sauter avec 2 pieds, mais pas en hauteur, en horizontale, en arrière, en avant. Shizumihashi, c'est en immersion.
vous pouvez ôter votre tension de genou pour faire une immersion. Donc, selon la situation, vous pouvez sauter, vous pouvez ou faire une immersion. On peut utiliser ces déplacements avec le coup de poing de cette façon, ou bien à partir du pied arrière, ou bien avec deux pieds, en propulsant votre corps avec deux pieds également. Et en dernier lieu, c'est le déplacement triangulaire, ou bien on peut appeler cela les pas de tai chi. Il s'agit de déplacer en zigzag. Et le pied arrière est déjà potentiellement au pied avant. Pied avant devient, avec cette position, potentiellement déjà pied arrière, car vous pouvez dominer intégralement votre équilibre. C'est un déplacement dans lequel pied avant et pied arrière se contiennent mutuellement. On applique cette façon-là. À ce moment, on doit se déplacer la ligne centrale par rapport aux lignes de mire de l'adversaire. Donc vous pouvez appliquer de cette façon. Votre tsuki va directement vers l'adversaire, tandis que vous pouvez vous déplacer en dehors de ligne de mire de l'attaque de l'adversaire. Et aussi, ce déplacement permet d'augmenter l'efficacité. Et vous pouvez vous exercer en vous déplaçant agréablement de cette façon, en zigzag. Il y a plusieurs déplacements en système et le principe, mais fondamentalement, c'est le déplacement avec deux pieds, yin et yang. Donc, c'est une combinaison de deux pieds. Aussi, le déplacement de votre sensation interne du corps. Et c'est pour utiliser ou pour appliquer la distance et le ma comme élément d'efficacité pour le combat. Si vous voulez poursuivre un long chemin d'arts martiaux, pour l'art de percussion, il est important de développer la capacité de ne pas recevoir des coups et capacité de donner en réussite votre coup. Avec ces deux conditions qu'on peut continuer à progresser sur long terme. Donc, pour développer, pour maîtriser le ma, qui est donc justement le déplacement. Et il y a plusieurs formes de déplacement avec combinaison de coups de poing. Premier, c'est de cette façon. Bien pied arrière, en propulsant avec le pied arrière ou avec les deux pieds également. Et aussi en déplaçant sur différents angles de cette façon. Vous pouvez chercher à changer l'angle du corps en poursuivant sur la ligne centrale du corps de l'adversaire. Il y a donc plusieurs formes de déplacement. Donc il faudrait apprendre différentes formes de déplacement afin que ces déplacements
apparaissent naturellement et spontanément durant le combat. Qu'est-ce que c'est la garde? C'est toujours par rapport à l'adversaire, donc c'est relatif. Il n'y a pas de sens de fixer la garde sans tenir en compte l'adversaire. Lorsque l'adversaire se trouve loin, on n'a pas besoin de prendre la garde particulière. C'est déjà naturel, la position naturelle suffit. Tandis que ça change en fonction de ma. Ma, ça veut dire c'est l'espace dans lequel il y a une interférence de qui est opposante entre deux adversaires. C'est ça le ma. Donc, en fonction de cette tension, le ma change et la garde change. Donc, lorsqu'on n'a pas besoin, il suffit de ne pas garder. Tandis que si l'adversaire s'approche, votre garde change en fonction du positionnement de l'adversaire. Donc si vous êtes en face de l'adversaire inconnu, à ce moment-là, si vous lancez une volonté d'attaque, il va sortir sa volonté cachée sous forme de gestes et ainsi vous pouvez trouver son intention. Ainsi, vous pouvez diriger l'adversaire pour sortir son intention. En kendo, on dit s'aimer, par exemple. S'aimer, cela ne veut pas dire simple fente. Dans la rue, par exemple, vous êtes en face de quelqu'un inconnu dont la volonté est tout à fait difficile à percevoir. À ce moment, vous ne pouvez pas garder. Vous ne pouvez pas prendre un garde particulier, mais vous ne devez pas vous lâcher non plus. À ce moment-là, vous pouvez prendre cette sorte de position pour éviter, par exemple, le coup de tête qui est extrêmement difficile de parer. Mais durant la conversation, vous ne pouvez pas prendre la garde. Mais il est nécessaire de vous préparer à vous défendre. À ce moment-là, avec cette position, vous pouvez être en face de ligne centrale de l'adversaire. Vous pouvez éviter son attaque avec coup de tête, ou le pied, ou le poing. Donc, vous pouvez naturellement prendre cette sorte de position en suivant votre sensibilité. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous voulez, monsieur, par exemple. Avec cette sorte de position, votre pied se situe déjà devant la ligne centrale de l'adversaire. Mais vous ne montrerez pas la volonté d'attaque de votre part. Mais vous êtes défensif. Donc c'est une position applicable dans la vie quotidienne. Et lorsque l'adversaire recule, votre garde aussi, vous pouvez baisser. Il suffit d'avoir cette sorte de position. Même quand on fait le combat, vous pouvez être de cette façon. Tandis que si vous vous approchez et sa volonté d'attaque s'approche, lorsque vous êtes à cette position-là, c'est trop près pour ne pas garder. Donc vous avez une obligation de prendre une garde particulière. Donc là, votre garde aussi, ça montera naturellement en fonction de positionnement de l'adversaire. Ainsi, de manière relative, la garde apparaît d'une manière relative. Donc,
Il n'y a pas de sens de fixer la garde sans tenir compte de cette sorte de situation mobile. À propos de exercices de défense, nous pouvons nous exercer avec plusieurs mouvements. Par exemple, d'abord avant-arrière, de cette façon. Lorsque vous faites ce mouvement, comme des exercices que je vous ai montrés dans la première cassette, vous activez la ligne centrale comme vous avez les charnières devant votre corps. Avant-arrière, puis haut et bas, avec la souplesse du genou, sans que les mouvements se rompent. En remontant déjà, une partie de votre corps descend, en descendant déjà, une partie de votre corps remonte. Droite et gauche. Vous ne bougez pas uniquement le bras, mais il faut bouger à partir de charnières. Puis, vous tournez par l'extérieur. Mouvement circulaire. Puis, mouvement vers l'intérieur. Cercle intérieur. Ce sont des mouvements de base, c'est-à-dire devant, haut et bas, droite et gauche, cercle externe et cercle interne. Ce sont des mouvements de base. Et ces mouvements, vous pouvez vous exercer avec la position de combat que nous avons étudiée tout à l'heure, en vous déplaçant devant et derrière. Vous pouvez vous exercer en vous déplaçant lentement, devant, derrière, haut et bas. Vous pouvez faire sur un pas une fois, ou bien deux fois, autant que vous voulez. Et vous pouvez même décaler les mains de cette façon. Vous pouvez vous déplacer les mains deux fois en même temps ou bien décaler. Droite et gauche. À ce moment, il faut bouger à partir du centre de votre corps. Centre de votre corps, c'est donc les charnières. Puis, cercle externe. Cercle interne. Toujours à partir du centre de votre corps, colonne vertébrale. Et vous pouvez aussi décaler les mains de cette façon. On peut faire ensemble. Cercle interne. Également, vous pouvez décaler les mains de cette façon. Vous pouvez transformer le mouvement naturellement de cette façon. En faisant en même temps de cette façon. En faisant tous ces mouvements, vous pouvez commencer à mettre un petit peu de force. Instantanément, de cette façon. Vous pouvez vous exercer lentement, ou bien, lorsque vous vous sentez bien, vous pouvez
commencer à sortir la force avec tous ces mouvements. Vous exercez lentement, bien d'une façon explosive. Pour chaque mouvement, vous pouvez varier les tensions de cette façon, mais ce sont des mouvements qui vont apparaître naturellement. Puisque l'autre attaque, je n'ai pas besoin de heurter. Je défends doucement, en souplesse. Lorsque je touche une main, l'autre main est déjà prête à frapper. Dans cette position, je frappe à partir de position de défense. D'une façon souple, il attaque en vitesse, moi je défends en souplesse. Mais à ce moment, ce qui est important, c'est que je dois prendre la ligne centrale de l'adversaire. En parant, déjà mon poing est placé devant la ligne centrale de l'adversaire. Il est possible aussi de parer de cette façon et je peux renvoyer d'une façon tonique également, en déplaçant de cette façon également. Légèrement, je frappe, ou avaler, ou bien absorber. J'absorbe la force de l'adversaire, absorber et renvoyer. Je renvoie mon poing de cette façon. En absorbant, j'envoie le poing. Je peux frapper de cette façon également. Je peux descendre le bras de l'adversaire et je peux envoyer de cette façon. Je peux renvoyer vers le bas de cette façon également. Mais je n'ai pas besoin de frapper de cette façon. Et je n'adopte pas cette sorte de défense. Je ne pratique pas cette sorte de blocage. Parce que je veux frapper le corps de l'adversaire, non pas le poing de l'adversaire. Je ne dépense pas l'énergie pour frapper le poing de l'adversaire, mais je concentre la force de frappe au corps de l'adversaire. Il y a de défense, ce sera donc effacer la force de l'adversaire. Dans cette parade, le poignet prend la forme comme une cuillère. Et face au keli, je ne défends pas, j'invite plutôt le coup de pied d'adversaire. Vous pouvez insérer les mains de cette façon sans donner des coups. Je n'adopte pas de défense de cette façon dure.
Juste, j'insère la main d'une façon souple. Je peux soulever les mains de cette façon, ou bien diriger le pied de l'adversaire de cette direction. En souplesse toujours. Et en défendant en même temps, si vous entrez, on peut prendre le dos de l'adversaire de cette façon. Ou bien on peut parfois entrer d'un côté interne, face au marashigiri. On peut renvoyer de cette façon. Il ne s'agit pas de bloquer. Ou bien je peux renvoyer de cette façon. Mais en tout cas, je ne défends pas d'une façon dure. Tous les mouvements, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, le mouvement de base qui engendre ces différentes formes de défense. Pour renvoyer, il ne s'agit pas de défendre uniquement les mains, c'est comme kata de l'oiseau, je bouge à partir de colonne vertébrale et poitrine, en absorbant la poitrine, et on renvoie à partir de colonne vertébrale. Et on ne peut pas faire ça uniquement avec le mouvement de main. Donc l'exercice de départ que nous avons fait, le Torii no Kata, etc., dans lequel il y a l'essentiel de mouvement. Généralement, l'idée de défense est comprise d'une manière à moitié. C'est-à-dire que généralement on pense que parade c'est lorsque l'adversaire attaque. Mais comme nous avons vu, si vous pensez que la garde est une attaque potentielle, casser la garde signifie aussi une défense. Donc, attaque contre une attaque, si vous défendez, c'est une défense passive, tandis que lorsque vous cassez la garde de l'adversaire, c'est défense active. Pour qu'on puisse se faire un bon combat, il faut maîtriser ces deux types de défense. Le combat efficace, combat de bon niveau, il est nécessaire de comprendre cette attaque active, c'est-à-dire avant que l'adversaire attaque, vous pouvez défendre son attaque potentielle. C'est ça qui est une des clés pour faire le combat d'une façon efficace et combat de haut niveau. C'est-à-dire que vous allez effacer la possibilité d'attaque de l'adversaire avant qu'il fasse un mouvement. Vu de l'extérieur, c'est comme si c'est vous qui attaquez, mais en réalité, vous avez déjà cassé l'attaque potentielle de l'adversaire. Je vais vous expliquer avec le schéma simple la défense passive. C'est ce qu'on applique le plus souvent. C'est-à-dire que vous défendez parce que l'autre attaque. Donc il attaque d'abord, c'est cela que vous défendez, afin de effectuer le contre-attaque. C'est de cette façon qu'on comprend habituellement, mais maintenant c'est moi qui défends ou qui casse la garde de l'adversaire. Il prend la garde signifie la situation dans laquelle il m'envoie sa volonté d'attaque à moi. Donc, il est prêt à attaquer. Donc, je suis menacé.
et il défend également. Donc, garde signifie à la fois c'est la défense et à la fois attaque potentielle. Et il y a donc la confrontation de deux ki combatifs et il y a un équilibre précaire et donc il s'agit de casser cet équilibre précaire afin de mener le combat. Donc déjà le combat est déclenché au travers des distances. Donc les points ou les pieds qui est gardé, ce sont des attaques potentielles. C'est cette attaque potentielle que je romps, je casse. Il y a plusieurs façons de rompre cette attaque potentielle. C'est cela qui est défense active. On effectue cela avec différents mouvements. Lorsque l'adversaire vous pensez à frapper, et avant de commencer ces gestes, déjà, je étouffe cette attaque potentielle de l'adversaire. C'est cela qu'on dit en kendo, tradition de kendo, sen no sen. Tandis que lorsque on défend puis attaquer, c'est cela qu'on dit go no sen. Donc, ce qui est très important, c'est donc avant que sa volonté d'attaque prenne forme d'attaque concrète, et il faut étouffer cette attaque potentielle. Pour cela, il est absolument nécessaire de développer la capacité de sentir sa volonté d'attaque, le ki du combat, ki d'attaque. C'est une sensation de l'adversaire qui est prêt à attaquer. Vous allez capter et vous allez étouffer l'attaque de l'adversaire. L'utilisation du keri est difficile. Pourquoi? Parce que les pieds bougent, mais les pieds du support ne bougent pas. Donc le corps reste très près de la position immobile. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de mouvement du corps. Seulement, si vous voyez les pieds avec lesquels on frappe, le mouvement est rapide, mais le fondement de mouvement n'est pas rapide. Par exemple, c'est comme le pêcheur qui lance l'hameçon. Vous voyez l'hameçon, alors c'est rapide. Mais ce mouvement d'hameçon est réalisé avec le mouvement de canne à pêche qui est tenu par la main et le bras. Et si vous voyez le mouvement de l'épaule de la personne ou le mouvement central de son corps, c'est très lent. Donc, ce qui est important, c'est où est-ce que vous voyez pour comprendre le phénomène de keri. Donc, il ne s'agit pas de voir le mouvement d'hameçon, mais il suffit de voir le mouvement de l'épaule de l'adversaire. Si vous arrêtez le mouvement de l'épaule de l'adversaire, il n'y a pas de mouvement de l'hameçon. De même, si vous dominez la base de jambe de l'adversaire, son pied ne peut pas bouger. Donc tout change avec votre point de vue. Par exemple, si vous voyez le mouvement de Maegiri, le mouvement de pied est rapide, alors que la base de sa jambe n'est pas rapide. Donc si vous défendez la base de jambe de l'adversaire, il ne peut pas faire son coup de pied. Il s'agit de la même en ce qui concerne le coup de poing. Si vous bloquez l'épaule de l'adversaire, le poing ne peut pas bouger. Donc, il est nécessaire de voir
l'essentiel du mouvement, non pas la surface, le mouvement superficiel du mouvement. J'ai rassemblé 9 techniques très utiles dans le kata, Ken no Kata 2. Tandis que Ken no Kata 1 comporte les katas très éducatifs. Mais Ken no Kata 2 comporte des techniques applicables directement pour le combat. Je vais vous expliquer à partir de première technique. La structure technique est suivante. Avec cette position, il faut penser que l'adversaire vise toujours votre visage comme le but d'attaque. Surtout, il faut penser la sécurité donc de visage, parce que on ne peut pas renforcer le visage, surtout les yeux. Donc il faut absolument éviter de se faire toucher le visage. Donc lorsque vous bougez, il faut penser que l'adversaire a toujours une possibilité de lancer une attaque sur votre visage. Donc, si vous attaquez tout simplement directement, votre visage ne bouge pas par rapport à l'adversaire, parce qu'il se situe toujours sur la même ligne face à la ligne d'attaque de l'adversaire. Donc, celui qui a le long bras a une facilité de vous toucher le visage, parce que vous bougez toujours sur la ligne droite. Donc, il est nécessaire de savoir se déplacer sur le côté. Donc, lorsque vous attaquez, votre attaque va directement vers le visage de l'adversaire, tandis que votre visage se déplace sur le côté. Donc, vous vous déplacez sur le côté, tandis que vous renvoyez le poing vers le visage de l'adversaire. Donc, pour utiliser le coup de pied, première technique, on utilise exactement la même logique. Donc, voilà, vous envoyez le poing et vous déplacez dans une direction, tandis que votre coup de pied part à partir de l'autre côté. Donc, vous effectuez le feinte et pour créer une sorte de trouble de perception chez l'adversaire. À ce moment, le coup de pied part à partir de l'angle inattendu. Donc le schéma, c'est donc vous donnez un coup de poing. Lorsque le poing disparaît, votre visage déjà se déplace. Et le pied part par l'autre côté afin de toucher la ligne centrale de l'adversaire.
Il s'agit de première technique. Encore une fois, coup de poing et coup de pied. Et il ne s'agit pas de coup de pied toujours en dépliant complètement le genou. Vous pouvez, selon la distance, effectuer le coup de pied et dont le genou est moitié déplié. En combat, on effectue toutes ces techniques, bien entendu, dans le déplacement. Mais vous essayez de faire bouger son esprit de l'adversaire. L'adversaire aussi, il est toujours prêt à vous attaquer, surtout au visage. Donc, il ne s'agit pas d'avancer comme ça directement votre visage. Donc, vous vous déplacez sur le côté de cette façon. Donc, vous faites un trouble, vous causez une sorte de trouble de perception chez l'adversaire. Quand l'adversaire ne bouge pas beaucoup, à ce moment-là, vous pouvez donner le coup de pied de cette façon sur différents points. Sur la ligne centrale de corps de l'adversaire, vous pouvez viser à différents points. Pour l'adversaire, c'est comme si le pied apparaît à partir d'un angle inattendu. Dans ce cas, c'est la réussite de ce type de coup de pied. Vous pouvez effectuer cette même chose à partir de l'autre angle. C'est-à-dire, vous faites une fente avec le gyakuzuki et vous utilisez le coup de pied dans ce cas-là de pied arrière. Ce coup de pied aussi, c'est le même. Vous penchez votre corps. Donc, coup de pied apparaît comme Marashigiri, mais au fait, ce coup de pied par rapport à votre corps est très proche au Maegiri. Vous attaquez. Lorsque vous voulez attaquer, l'adversaire a une forte chance de vous attaquer également. Donc, vous envoyez votre poing vers le visage de l'adversaire, mais lorsque vous avez donné le coup de poing, vous n'êtes plus à la place initiale. Si vous déplacez de cette façon, c'est difficile de toucher le visage. Surtout si l'adversaire attaque avec un coup de poing direct, c'est très difficile de toucher si vous vous déplacez sur cette ligne oblique. Donc, coup de poing, d'abord, à ce moment, vous déplaçant sur le côté et envoyez le coup de pied de cette façon. Il est possible que vous envoyez le coup de poing de cette façon. Donc, pour l'exercice, il faut éviter de renvoyer le pied très fort, donc il faut contrôler. Donc, pour contrôler, vous pouvez vous déplacer le corps dans une direction après avoir déplié ou frappé avec le coup de pied. Lorsque vous faites le coup de pied, il faut toujours avoir cette conscience de éviter votre ligne centrale face à l'attaque de l'adversaire. Donc, le premier mouvement est donc vous défendez votre visage avant de et frappez le coup de pied à partir de genoux, en glissant, en montant, en glissant vers le cible de l'attaque. Dans l'exercice où vous faites ça
en souplesse, mais en réalité, on peut donner le coup de pied plus fort. Et surtout dans cette technique, ce qui est important, c'est le mouvement de cheville et les orteils. Il ne s'agit pas de donc appuyer puis ramener le coup de pied pour frapper après, mais c'est à partir de contact direct à partir du genou, en glissant pour monter vers le ventre de l'adversaire. Surtout à partir des orteils et cheville, mais cette technique est très peu utilisable dans le combat avec en portant le gros plastron. Mais si vous exercez ce coup de pied, c'est pas très spectaculaire, mais on ne fait pas l'exercice pour le spectacle. Mais c'est un coup de pied efficace si vous travaillez avec précision. Donc exercice solitaire, comme ça, vous pouvez exercer tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Lorsque il change les pieds, vous pouvez vous exercer de cette façon vers le parti à partir du genou. Le coup de pied suivant ressemble à celui-ci, le premier geste, parce que vous donnez soit comme un balayage ou bien le coup de pied au genou ou au tibia. Mais vous pouvez l'utiliser comme low kick, coup de pied et d'attaque de jambes. Et en tout cas, vous déplacez votre corps sur le côté et suivez le coup de pied de cette façon. Il faut donc toujours déplacer votre ligne centrale à l'extérieur de ligne de mire de l'attaque de l'adversaire. Premier geste, déplacer sur le côté, toujours en gardant le visage. Coup de pied suivant, on fait dévier le coup de pied de cette façon, et lorsque vous allez dévier, immédiatement vous suivez votre coup de pied, et par la suite de mouvements de bras. Vous pouvez appliquer cette technique contre le tsuki également. Vous absorbez le coup de poing et vous lancez le coup de pied. Donc on peut utiliser ce mouvement contre le keri et aussi contre le tsuki. Mais dans ce cas, il y a toujours le mouvement que nous avons fait tout au début, le colonne vertébrale, est très importante. Il ne s'agit pas de technique de manipulation des mains, mais c'est une technique qui apparaît à partir du mouvement de colonne vertébrale. Il est toujours nécessaire de viser la ligne centrale de l'adversaire. Et lorsque, par votre fente, l'adversaire fait apparaître sa volonté d'attaque, vous, en tant que but d'attaque, est déjà disparu de la ligne de mire de l'adversaire. C'est la stratégie fondamentale de l'art de combat de percussion. Donc, vous vous déplacez, vous lancez une attaque et vous donnez le coup de pied de cette façon, sur le côté. Il a reculé un peu sur le côté, mais en réalité, s'il ne recule pas, on peut faire de cette façon également. Le trajet du coup de pied est comme cela.
mouvement de pied est un peu comme si entre le maegeri et mawashigeri. Mais ce qui est très important pour ce coup de pied, c'est le mouvement de cheville et les orteils. Si possible, si vous pouvez visser le pied de cette façon, l'efficacité augmente. Et en utilisant ce mouvement, le coup de pied est efficace même si la distance est très courte. Mais tout est relatif. Si vous pouvez utiliser les orteils, l'efficacité augmente. Vous pouvez varier la hauteur d'attaque également jusqu'à la gorge, ou bien vous pouvez attaquer vers le bas de cette façon. Si l'adversaire attaque sur le cheville ou tibia, comment on va faire? Vous pouvez reculer, mais vous ne devez pas reculer pour le combat très efficacement. Alors, comment faut-il faire? Vous relevez le pied de cette façon, tout en défendant le visage et le bas du corps. Et vous lancez le pied de cette façon. C'est une technique que j'ai prise à partir de kata Chinto de l'école Shorin-ryu. Généralement, dans le kata, on fait de cette façon, mais nous n'ouvrons pas le visage et la ligne centrale au moment de l'exécution technique. Ce mouvement est utilisé à l'école Shotokan de cette façon. Le mouvement est beaucoup plus ample, mais on ne peut pas adapter dans cette situation cette technique. Lorsqu'on étudie la situation de combat, on s'approche de la forme de kata ancien. Surtout, il faut penser à ne pas ouvrir la ligne centrale de son corps. Technique suivante. Il s'agit de mouvements de coups de pied et toujours en se déplaçant obliquement. Dans cette technique, vous pensez que votre main est devenue comme des griffes de faucon qui visent la ligne centrale de l'adversaire toujours. Donc, vous utilisez des pieds et les points en même temps. Vous pouvez utiliser également l'image de panthère, par exemple. C'est à partir de cette position, vous lancez le pied tout en lançant les mains. Donc les mains, ce n'est pas seulement la défense, c'est comme une attaque de griffes. C'est un coup de pied qu'on lance avec tout le corps. Vous pouvez prendre cette position et vous ne ouvrez surtout pas ici. Vous fermez en dépliant les mains et déjà vous levez les genoux tôt de ce mouvement sans ouvrir le corps. De cette façon. Donc vous ne ramenez pas les pieds et au lieu de ramener le pied, vous allez descendre le pied comme si vous enfoncez les griffes.
L'adversaire aussi cherche à vous attaquer. Donc, lorsque l'adversaire attaque, vous pouvez défendre en même temps en enserrant les mains de cette façon. Mais pour l'exercice, il faut surtout faire attention de ne pas toucher l'œil d'adversaire. Lorsque l'adversaire n'avance pas, vous pouvez faire en avançant de cette façon. Et parfois, le corps se relève naturellement, mais il ne s'agit pas de coups de pied sautants. C'est parce que vous lancez le corps, la totalité du corps. Surtout, il faut éviter de s'ouvrir de cette façon. Même si vous donnez le coup de pied finalement grand, mais la préparation de ce coup de pied doit être petit coup de pied. Ça aussi, c'est le coup de pied qui provient de technique classique de kata chinto. Lorsque l'adversaire attaque, vous parez de cette façon, en reculant les pieds, mais en même temps, il faut bloquer les pieds de l'adversaire de cette façon un instant, afin de pouvoir ouvrir entre les jambes de l'adversaire, afin que vous puissiez donner le coup de pied de cette façon. Important, c'est de ne pas faire les parades au point fermé, mais vous ouvrez la main afin de pouvoir accrocher légèrement, en court instant, les jambes d'adversaire. Toujours, à ce moment, vous n'oubliez pas de protéger le visage. Et donc, à partir de là, vous pouvez suivre avec un coup de poing gauche et droite de cette façon. Gauche, puis droite en allant vers le haut. Pour effectuer le coup de poing, après avoir donné le coup de pied, il ne faut surtout pas ouvrir le visage. Il faut toujours éviter d'être le cible d'attaque d'adversaire. J'ai rassemblé ces 9 techniques sous forme de Keri no Kata 2. Pour le combat de percussion, ce qui est plus important, c'est la maîtrise de Ma. Mai n'est pas un espace neutre. C'est un espace dans lequel il y a l'opposition de ki. Et donc, Mai de combat, c'est un Ma dans lequel deux ki opposés qui prend cet équilibre précaire. Donc il est nécessaire de ressentir le ki de l'adversaire. Ce n'est pas l'adversaire qui a bougé que vous avez capté, c'est qu'avant même son mouvement, il y a toujours le mouvement de ki. Donc ce mouvement de ki qu'il faudrait capter avant de combat. Donc l'exercice que nous allons faire maintenant, c'est pas le mouvement en soi, c'est pour ressentir le ki, mouvement de ki qui fait bouger l'adversaire. Il y a différentes formes de défense. Vous pouvez défendre par l'extérieur, vous pouvez vous défendre par l'intérieur.
Mais toujours en ce faisant, il faut chercher de ne pas décoller de l'extrémité de votre main du centre de l'adversaire. Si vous faites comme ça, vous pouvez défendre, mais en même temps, vous découvrez trop déjà. Voilà, votre visage est bien ouvert avec cette position. Vous pouvez recevoir donc son deuxième attaque. Donc, avec minimum de mouvement, en visant la ligne centrale de l'adversaire, vous parez en même temps, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. À partir de là, il y a différentes réactions possibles. Vous pouvez faire la clé ou bien la projection à partir de là, mais vous ne pouvez pas saisir la main de l'adversaire à 100%. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est de ne pas recevoir l'attaque d'adversaire. Si vous pouvez vous trouver dans cette sorte de situation, bon ben c'est très bien, mais vous ne pouvez pas toujours chercher à immobiliser l'adversaire qui vous lance une attaque. En faisant tous ces mouvements, comme toujours, il faut s'exercer à bouger de l'intérieur de votre corps. Lorsque vous recevez, par exemple, un coup de l'adversaire, il est nécessaire de savoir fermer la charnière de votre tronc, ce qui vous permet d'éviter de faire entrer le choc à l'intérieur de votre corps. Il est nécessaire donc apprendre à bouger la partie du corps qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Donc pour faire cela, c'est ce que nous avons fait tout au début, des exercices des oiseaux, ou bien la tortue, ou le dragon, ou l'ours, etc. Ces mouvements permettent d'activer la partie peu visible du corps. Donc, exercice de base et en même temps l'exercice fondamental. Puis, en appliquant cela dans le combat, vous pouvez toujours examiner la justesse des mouvements et des techniques. Au début, on peut s'exercer de cette façon, un par un, chacune attaque, et de l'intérieur, sans toucher l'adversaire, ou si vous voulez toucher, vous touchez seulement le corps, non pas au visage. Défense est toujours souple. Quand il y a deux attaques, vous pouvez vous exercer de cette façon, en rajoutant un petit peu de déplacement. Et vous pouvez petit à petit rajouter des mouvements sur le côté. Mais dans le mouvement, il faut éviter de reculer. Parce que si vous reculez, vous avez une forte chance de perdre le combat. Parce que l'adversaire va vous foncer. Donc il est nécessaire d'apprendre à bouger obliquement ou bien sur le côté. De cette façon, vous pouvez faire un par un d'une façon un peu simple. Ce sera l'exercice précédent de Kakari-Geko. Vous pouvez rajouter également le coup de pied et vous pouvez vous défendre le coup de pied avec le mouvement de jambes, non pas seulement le bras. Par exemple, il y a donné le coup de pied, vous avez paré et vous pouvez attaquer à l'intérieur des jambes de l'adversaire. Ces mouvements apparaissent à partir des exercices de base que nous avons fait tout au début.
Donc vous pouvez parer de cette façon à la main, mais vous ne pouvez pas toujours défendre avec les mains. À ce moment-là où on peut utiliser les défenses avec les jambes. Donc il faut s'exercer comme technique de base pour que ces variétés apparaissent naturellement. Tout au début, donc vous pouvez vous exercer de cette façon, d'une façon souple, même lentement. Vous pouvez parer 2 techniques avec un seul bras, ou bien vous pouvez bloquer avec 2 bras. Mais au fait, on est en train de faire des exercices de comment capter le ki de l'adversaire. Ce n'est pas seulement donc le mouvement qu'on s'exerce. Surtout donc cette sensation ou sensibilité de capter le ki qu'il faut développer. L'exercice de Kakari-eko, j'ai étudié à partir de Kendo. Il y a donc celui qui attaque et celui qui reçoit. Et celui qui attaque doit se plonger dans l'esprit d'attaque et la situation d'attaque, en projetant sa volonté d'attaque à son adversaire. Et pour ne pas que les mouvements seront mouvement est continu. Mais il faut faire attention lorsque l'autre adversaire qui fait le contre-attaque et s'il reçoit le contre-attaque même si c'est léger, à ce moment-là il faut rompre ce mouvement pour reculer ou bien pour avancer en tout cas afin de recommencer. Parce que l'objectif de ces exercices c'est de mener le combat de haute qualité et bonne qualité d'entraînement. Donc si son attaque a échoué, il faut être conscient de cet échec et prendre les distances pour recommencer une attaque. S'il y avait l'élan, il peut continuer le mouvement pour contourner l'adversaire, mais en tout cas, il faut reprendre une autre situation de recommencer l'attaque. Et celui qui reçoit cherche toujours à Gonosen. C'est-à-dire que il effectue la défense passive, mais son esprit est toujours guidé avec l'esprit de sen, c'est-à-dire le prendre l'initiative. Donc pour cela, il faut chercher à capter ce qu'il y a comme mouvement de l'esprit de l'adversaire, quel type de sensation qui précède le mouvement. Donc c'est un exercice de se plonger dans cette atmosphère de ki du combat. Donc chercher à ressentir le mouvement de ki qui déclenche l'attaque. Mais même si vous ressentez, si le corps ne bouge pas, on ne peut pas mener le combat, donc il est absolument nécessaire de faire des exercices de combat. Mais l'exercice de Kakari-eko est un peu éprouvant, donc vous n'êtes pas obligé de faire très longtemps. C'est déjà 1-2 minutes sera suffisant pour recommencer à nouveau des exercices. Et puis, lors de Kakari-eko, on touche le corps. Mais quand vous touchez, il est nécessaire de varier le degré de contact par rapport au avancement de l'adversaire ou votre partenaire. Parce que objectif, ce n'est pas pour supporter le douleur. Objectif, c'est pour développer en technique. Donc, lorsque vous touchez, et ce sera en deçà de limite d'être supportable.
Donc quand on me touche de cette façon, c'est plutôt agréable, comme si je reçois le massage. Parce que je n'aime pas moi-même avoir mal. Mais ce sont des massages particuliers, agréables, comme si on fait le massage du dos, etc. Donc il est nécessaire de faire l'entraînement de exercice de combat de percussion, cette sorte de contact de frappe comme massage. Ça permet de développer la possibilité de résistance, mais toujours il faut adapter au degré d'avancement de la personne. Et lorsque on monte le mouvement ou à le niveau, on peut même attaquer le visage. Quel que soit l'endroit, on peut attaquer. Ce sera idéal de Kakarigeko. Et lorsque vous parez, il faut toujours viser la ligne centrale de l'adversaire pour effectuer le contre-attaque spontané. Et d'abord, on peut faire des exercices un par un, en deux ensuite. D'abord sur place, puis il entre plus, alors vous apprenez à absorber l'attaque d'adversaire. L'adversaire pense qu'il touche, mais il ne touche pas. Et en faisant cette absorption, vous pouvez légèrement dévier l'attaque aussi, mais votre pied ne bouge pas dans cet exercice. Puis, vous pouvez rajouter le déplacement. Ensuite, vous pouvez augmenter l'enchaînement. De cette façon, vous pouvez constituer le Kakarigeko de bonne qualité. C'est un exercice pour préparer à faire les exercices de combat de bonne qualité. Et il ne faut pas rompre des mouvements pour faire ces exercices. Il ne faut pas se figer. Lorsqu'on attaque, je défends la garde de l'adversaire. Dans cette situation, je veux éviter cette pente droite de l'adversaire. Lorsque il a esquivé, par exemple, mon attaque, mon corps va suivre immédiatement de cette façon, toujours vers le centre de l'adversaire, sans jamais décoller de corps de l'adversaire. L'adversaire part mon attaque. Je colle et je contourne et toujours colle. Et en visant le centre de l'adversaire. L'adversaire esquive. À ce moment-là, je continue toujours vers le centre de l'adversaire. De cette façon. Et si on fait le coup de pied dans cette situation, il est extrêmement difficile d'éviter. Et alors, l'adversaire commence à s'ouvrir les jambes. Alors, mon pied entre de cette façon. Et je garde mon corps toujours oblique. Et ce qui est cherché, c'est que entrer le face de l'adversaire étant oblique. Et cette situation, vous avez beaucoup plus de avantages en force. Donc, je cherche toujours donc à être oblique face à l'adversaire qui se dévoile la totalité de son corps. Il défend. En continuant, je pense que c'est l'origine de Suisho. L'objectif de Tuisho, c'est donc de cette façon.
c'est la préparation de exercices de combat de percussion, c'est ça le tuisho. Et on peut faire donc attaque au Jourdain également, bien que généralement on ne fait que pousser le corps. Mais si vous essayez de frapper le visage, ça approche beaucoup plus la situation de combat. Pour le combat libre, ce qui est fondamental, surtout pour le combat de percussion, c'est l'attaque de visage. Il faut attaquer le visage, il faut se défendre le visage, il ne faut pas faire toucher le visage et il faut toucher le visage. Et c'est là la situation de combat de percussion. Mais l'attaque au visage, il y a toujours le danger. Donc on ne peut pas se laisser toucher à chaque entraînement le visage, mais lorsque vous exercez l'attaque, le combat sérieux, il y a toujours quelques échecs et puis vous recevez de toute façon au visage quelques coups. Mais cela est inévitable parce que si on fait des exercices, de toute façon il y a plusieurs essais nécessaires. Et pour cela, il est nécessaire d'utiliser la protection. Parce que vous répétez le combat dans lequel vous recevez et vous donnez des coups aussi au visage. Donc il faut utiliser le visage, la protection du visage d'une façon intelligente. Parce qu'il ne faut pas être conditionné par l'utilisation de protection, votre pratique de l'art du combat. Donc l'utilisation de protection ne doit pas limiter l'entraînement de l'art de combat. Surtout, ce qui est important, c'est éviter l'accident. Si vous n'avez pas de protection, il est évident qu'en recevant des coups, vous aurez des blessures importantes. Donc, même en utilisant la protection, il y a le grand sérieux parce que autrement, il sera très difficile. L'objectif, c'est d'avancer dans l'art du combat en évitant d'accidents. Mais il y a la façon d'utiliser la protection. Et en utilisant la protection, on peut éviter les blessures superficielles, mais par exemple, le coup le problème de la nuque, etc., ça c'est autre chose. Donc il est nécessaire de renforcer le coup. Comme judokas font des exercices de shoot, technique de shoot, il est nécessaire pour les personnes qui approfondissent l'art de combat de percussion, l'étude contre le coup. Surtout donc le renforcement de la nuque.
Et puis, en utilisant la protection, il ne s'agit pas de frapper n'importe comment. L'objectif, c'est de progresser. Donc, même en utilisant la protection, le degré de frappe, il faut modifier en fonction du niveau de la personne. Notre objectif, c'est donc de rechercher le coup qui résonne à l'esprit de l'adversaire. C'est-à-dire que on effectue préalablement l'offensive de ki, et en troublant le ki de l'adversaire, vous donnez un coup au centre du corps. À ce moment-là, l'adversaire ressentira qu'il a perdu du fond de son corps et cœur, l'esprit. C'est ainsi qu'on peut développer la conscience de chaque personne. Donc nous cherchons cette sorte de coup magnifique qui résonne à l'esprit de chacun. Pour cela, il faut éviter l'accident et il faut développer cette sorte de qualité du combat. Mais ce n'est pas facile, bien sûr. Et j'utilise actuellement cette sorte de protection et des gants. Les gants sont gants de frappe de sac, donc il est mince et avec lequel on peut saisir également. Si on n'utilise pas les gants, vous risquez de blesser votre poing. Mais il faut avoir la conscience que il y a la différence entre l'utilisation de gants et sans utiliser les gants. Cette prise de conscience est très importante afin de ne pas dégrader votre façon de pratiquer le combat et votre exercice. Nous ne faisons pas donc le combat pour la protection. Nous utilisons la protection. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui est le critère de Ippon? Nous ne faisons pas la compétition, donc le critère externe n'a pas tellement de sens. C'est chacun qui juge. Donc ce n'est pas la forme qui est déterminant pour Ippon, c'est le contenu. Il faut savoir juger la qualité de coup entre chaque personne. Donc ce n'est pas le juge, quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, qui décide la qualité de coup. Mais surtout ce qui est important, c'est éviter de atouchi, c'est-à-dire de ne pas frapper après avoir reçu un coup. Parce qu'il n'y a pas de sens de frapper après avoir reçu des coups, parce que vous pouvez le faire parce que vous utilisez la protection. Si vous n'avez pas la protection, quand vous recevez le coup, il est extrêmement difficile de redonner le coup immédiatement après. Mais bien entendu, dans le combat réel, un coup n'est toujours pas suffisant. Mais et puis surtout, il y a des personnes qui sont très résistantes. Il y a des personnes qui peuvent dire que je ne reçois, même si je reçois un ou deux coups, je peux résister. Mais pour celui qui recherche l'art du combat, il faut concevoir que si vous recevez un coup, déjà techniquement vous avez perdu. Il est important de développer la résistance contre le coup, mais pour celui qui recherche la magnifique technique, il faut concevoir que la main et les pieds de l'adversaire comme une arme tranchante.
Donc, celui qui recherche la qualité de combat et un art martial doit avoir une attitude de ne pas recevoir aucun coup d'adversaire. Donc, même à main vide, si on tient quelque chose, une petite arme, déjà, la situation change. Même si quelqu'un qui est extrêmement résistante, avec un tout petit couteau, s'il reçoit un coup, déjà, c'est extrêmement grave. Donc, il est nécessaire de rechercher l'état de l'art qui vous permet de ne jamais recevoir un coup. Mais au cours d'entraînement, il est inévitable de ne pas recevoir des coups. Donc, c'est une idée fondamentale qui qualifie votre entraînement.